se décharge, on se dépollue, et surtout on s'ancre dans la terre, et on peut recevoir son énergie, ses messages, etc. Donc en venant de Logona cet après-midi sur la route, l'idée m'a frappé, c'était évident, il fallait qu'on soit tous pieds nus pour vivre cette soirée qui est sur une pleine lune super puissante. Donc à partir de maintenant, on va se connecter, on va se centrer dans notre espace sacré du cœur. Donc on peut aider ce processus par le souffle. Donc chacun et chacune va fermer les yeux et puis se centrer sur sa respiration, se déposer tout simplement en prenant conscience de son rythme respiratoire, calme et lent. Et après quelques inspirations, expirations, tout doucement faire descendre votre conscience vers les pieds. Vos racines d'être humain connectés à la terre. Et tout en gardant cette respiration lente et calme, à l'inspire comme à l'expire, vous laissez faire, vous laissez vos racines descendre profondément dans le sol. Et ce qui est magique, c'est que là, on est comme une forêt. On va tous pouvoir laisser nos racines se connecter aux racines de nos arbres voisins, de devant, d'à côté, de derrière. Et on continue d'accueillir cette respiration, ce souffle calme et cette pleine conscience de notre verticalité. Pour celles et ceux qui ont le mental qui s'active encore un peu, on peut couper ça tout simplement en remerciant. Merci, chère Terre-Mère. Merci Gaïa d'accueillir mes racines en ton sein. Merci de faire jaillir ta lumière sur mon chemin. Merci Gaïa de me voir grandir. Et il y a juste à ressentir cette douceur. On est émetteur, on est récepteur. On émet de la gratitude, on reçoit de l'amour. On émet de l'amour, on reçoit de la gratitude. En étant bien conscient de la surface de contact de nos pieds avec la terre. Et maintenant, je vais faire le tour de la salle avant de quitter cette posture qui est déjà bien agréable. Et je vais vous inviter à ressentir les pulsations de la terre. Avec l'aide d'un outil qu'on appelle le tambour. Et donc mon intention avec cet objet médecine,
c'est de rentrer en résonance avec les pulsations rythmiques de la Terre, pour que nos racines d'êtres humains soient nourries en cette belle soirée de pleine lune. Alors tout doucement, on peut reprendre conscience de sa respiration, du calme qu'on ressent et de cette belle énergie, de cette belle forêt d'humains qu'on forme ce soir, tous ensemble. Dans cette même intention, je crois, j'espère, de comprendre un petit peu plus la Terre. Merci beaucoup. On peut réouvrir les yeux tout doucement. Et puis se rasseoir. Ceux qui veulent remettre leurs chaussures, c'est possible. C'est vraiment un grand bonheur de voir le visage avant, après. Juste cette simple méditation. Vous vous sentez un peu plus détendu qu'en arrivant? Bon, j'arrête de vous faire travailler. Maintenant, c'est moi qui bosse. J'ai 45 minutes pour me présenter. Ça va être assez bref. Et puis, je vais parler un petit peu de la tempête Ciaran. J'en ai une lecture et des lagueurs et d'arbologues.
Et puis, je vous parlerai, comme disait Chantal, de ce parcours pendant 20 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à comprendre les arbres sur un autre plan. Parce qu'en tant qu'élagueur grimpeur, évidemment, on sait utiliser un harnais, une tronçonneuse, les EPI, faire un devis, c'est toute une approche dans la matière. Mais en fait, les arbres, ils ont une autre dimension. Alors j'aimerais commencer par quelque chose qui me frappe depuis très très longtemps déjà, c'est le fait que les arbres sont des êtres qui aggradent leur environnement. De la germination jusqu'à la sénescence, en fait, c'est des êtres qui font du bien toute leur vie à leur environnement. Par la croissance, le stockage du carbone. Je vais être assez bref, parce que la liste, elle pourrait être très très longue. L'humus, avec la perte des feuilles, des aiguilles, des bois morts qui tombent. Donc la création de la terre. L'évapotranspiration. Donc ils ont un rôle aussi au niveau climatique, dans la gestion de l'eau, dans les nuages. En fait, c'est énorme. Tout ce que les arbres font pour nous, pour les humains, pour les animaux, c'est énorme. Alors, la gratitude dont je parlais tout à l'heure, c'est de la concentrer vers là. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour les arbres parce qu'ils sont en silence, ils poussent, ils meurent. Et tout ça, ça ne fait que générer du vivant. Mais il y a d'autres plans. Pour que tout ça évolue, au fur et à mesure de mes années de pratique en tant qu'élagueur, je me suis rendu compte que dans les arbres, il y avait autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que certains appellent le peuple caché. Peut-être que certains et certaines en ont entendu parler. À main levée, qui a déjà entendu parler de ce que peut être le peuple caché? Une petite majorité. Certains les appellent aussi les esprits de la nature. On les appelle encore les élémentaux. Donc en fait, ces êtres, c'est des êtres non incarnés. Ils ne sont pas visibles pour tous, mais ils sont là. Ils sont là sur un autre plan. Et beaucoup d'êtres de ce que certains chamans appellent du peuple caché. Pourquoi je préfère le peuple caché que le petit peuple? Parce que le petit peuple, ça voudrait dire qu'ils sont plus petits que nous. Et en fait, le peuple caché, ça me correspond mieux, tout simplement parce qu'il y a des élémentaux qui sont bien plus grands que nous. 3, 4, 5 mètres. Il y a des élémentaux qui sont vraiment très très grands. Et donc ces êtres-là, ils ont un rôle au niveau de l'eau, au niveau de la lumière, au niveau du son, de l'ouverture des bourgeons, de la direction des insectes. Donc ces élémentaux, ils ont un rôle vraiment très très précieux pour l'écologie. Alors j'en parle pour introduire cette conférence parce que ça c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Est-ce que l'écologie, ça rime avec spiritualité? Vu la tournure que prend les choses aujourd'hui sur Terre, dans mon esprit, la réponse du oui se renforce. Je me dis qu'en tant qu'être humain, on a sûrement un petit effort à faire, un gros même, pour comprendre que ces êtres-là œuvrent pour la qualité de l'eau, pour la qualité de l'air et pour la qualité de tout ce qu'on consomme, les fruits, les légumes et la santé psychique des animaux, pour ceux qui sont non végétariens, parce qu'à la base, tout est vibratoire, tout est énergie. Et donc, le fait de passer du temps avec les arbres, on reçoit énormément d'informations au sujet de tout ça. Donc, j'ai de la chance parce que ça fait 20 ans que je grimpe aux arbres pour les tailler. Les gens me disent « T'es perché, Erwan ?» Oui, je suis même payé pour ça. Mais je cherche à faire des liens. Alors, ce dont parlait Chantal tout à l'heure, il y a eu une grosse marche dans ma vie, c'était en 2013. C'est la rencontre avec Pierre Capel. Donc c'est un arbologue, guérisseur de campagne, qui vit dans le Lot, qui m'a un peu pris sous son aile, après 2 mois et demi de pèlerinage sur le chemin de Compostelle.
Et en fait, ce monsieur, il a vu peut-être un terreau fertile en moi à l'époque. Moi, je ne le savais pas. Mais, en tout cas, j'ai passé 3 mois chez lui. Et pendant ces 3 mois, il m'a fait comprendre que c'était très important que je reste élagueur. Parce que déjà, à l'époque, j'avais un gros doute concernant l'avenir de ce métier, qui est considéré comme un métier de destruction, comme un métier de domination sur l'arbre. Et donc, il y a beaucoup d'égrégores, il y a beaucoup de formes pensées. Ah, les élagueurs, c'est des salauds, assassins. Et moi qui suis un grand sensible et empathe, j'en souffrais de ces formes pensées. Donc, j'ai failli arrêter le métier d'élagueur. Il y a beaucoup de jeunes élagueurs, d'ailleurs, qui hésitent à se lancer dans ce métier. Tout simplement parce qu'on utilise une tronçonneuse, les harnais, tout ce qu'on utilise, c'est du pétrole. Et ouais, on peut croire qu'on fait un métier qui détruit la nature. Mais ce que mon parcours, enfin ces 20 années de présence avec les arbres m'ont apprise, c'est que si on y va en conscience, qu'on respecte les arbres et les formes d'énergie qui peuvent exister autour d'eux, avec eux, sur eux, en fait, on ne détruit pas l'arbre quand on élague. Il y a des gens qui aiment leurs arbres, qui ont besoin d'un bon élagueur, d'un bon technicien. Et de plus en plus, les gens recherchent cette approche de « Ok, on va faire tailler l'arbre, mais est-ce qu'il est d'accord ? Ou est-ce que les êtres qui vivent dessus sont d'accord ?» Évidemment, au fur et à mesure de mon parcours, la vie m'a fait des petits clins d'œil. Il y a quelques années, j'ai vu, alors je voulais annoncer une rubrique des bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même des belles choses qui se passent sur Terre en ce moment. En Islande, par exemple, il y a des ministres en elfologie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça ? C'est-à-dire qu'il y a des élus locaux qui sont payés par le gouvernement pour entrer en communication avec les esprits de la nature avant tout projet urbain ou autoroutier. Donc en fait, on ne trace pas une route comme ça en pleine forêt sans savoir qui vit là, qui est là, parce que ces êtres-là, ils ont des villages, ils ont des communautés. Il y a des lieux vibratoires très forts qui leur permettent de rayonner une énergie énergétique. Et il y a des endroits sur Terre, comme au Brésil, en Islande, en Inde, en Afrique, où on respecte ces esprits. Et on respecte les arbres qui leur permettent de vivre. Parce qu'abattre un arbre, vous avez peut-être vu Avatar, voilà, il y a un petit clin d'œil à tout ça en fait. Les arbres, ils ne sont pas tout seuls. Et je pense que notre rôle d'être humain, c'est de prendre conscience de tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans une posture de prédateur. On veut sa voiture, on veut sa maison, on commande sa maison, on n'a pas le choix, on fait appel à un promoteur immobilier, et lui, derrière, il appelle Lafarge, et clac, et sans se rendre compte, on a consommé un bien qui a un impact écologique dont on n'a même pas idée. Lafarge, c'est la plus grande cimenterie sur cette planète. C'est le plus gros destructeur de l'environnement. Alors les carrières, qui sont à l'abandon au bout de 20 ans, sont revendues à des associations écologistes. Mais quand on construit sa petite maison, on n'est pas conscient de tout ça. Alors, il y a un petit clin d'œil, j'aimerais que peut-être un jour pouvoir m'adresser à nos chers élus et nos chers énarques, mais pourquoi on ne dirige pas les cahiers des charges vers des constructions en ossature bois, des maisons terre-paille, ou abattre un arbre pour faire une maison, c'est plus écologique que de construire une maison en béton. On peut faire une forêt gérée durablement. Donc il y a plein de solutions, mais pour l'instant, aujourd'hui, il y a des grandes lignes de conduite qu'on est obligé de suivre. Alors si je suis là aussi devant vous ce soir, ça me demande un peu de courage, mais c'est de dire, aujourd'hui, il y a des gens qui dirigent, mais apparemment, ils dirigent vraiment mal les choses. Et moi, j'ai encore un peu d'espoir, c'est qu'on se réveille, qu'on se fédère,
et qu'on dirige, qu'on soit un peu souverain en fait, de nos vies, de notre manière de consommer, et qu'on oriente nous-mêmes les choses. Comment je veux vivre? Comment je veux construire? Comment je veux me déplacer? Donc oui, pour moi, écologie, ça rime avec spiritualité. Parce que c'est des prises de conscience qui se font par un ralentissement de vie, un ancrage, et peut-être une écoute de ce que nos chers peuples natifs disaient, l'écoute de la terre-mère. Les Amérindiens, ils avaient cette conscience, c'était évident d'être pieds nus, c'était évident de sacraliser la mort d'un bison. D'ailleurs, c'est un tambour en peau de bison, d'où l'ancrage et le bâillement que certains ont eu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vite, on va pas revenir au tipi et à ce mode de vie-là, mais on est dans une période où il y a une grosse prise de conscience à avoir. Alors j'avais envie de faire un deuxième petit travail collectif pour orienter cette conscience. Donc en fait, les arbres nous perçoivent sous forme de son et de lumière. J'en suis désormais persuadé. Donc en fait, quand on marche dans la nature, il émane des choses de nous, et de plus en plus de personnes m'appellent, me disent « Ah Erwan, quand je passe à côté d'un arbre, il se passe quelque chose, j'ai des émotions. » De plus en plus de gens, depuis quelques années, notamment depuis la crise Covid, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais privation de liberté, perte de repères, peur d'un avenir incertain. En tout cas, il s'est généré des choses où les gens ont eu plus envie d'aller dans la nature, et de manière plus consciente. Et à partir de là, beaucoup de gens, j'ai eu des centaines de témoignages, m'ont dit « Mais Erwan, je ressens ce que je ne ressentais pas avant avec les arbres. » Parce que c'est tout simplement le fait d'aller en conscience dans la nature, de se poser des questions, de dire « Tiens, est-ce que la nature peut m'aider ?» Alors quand on est dans cette humilité-là, humain, humus, humilité, d'ailleurs c'est la même racine, hein, et ben les arbres sont disposés à nous aider, à grandir, à s'ancrer et à grandir vers plus de lumière. Donc après maintes et maintes expériences, les mises à l'arbre aussi, il y aura quelques témoignages tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'effectivement les arbres savaient nous voir, sous forme de son et de lumière. Donc en fait on a une fréquence vibratoire qui émane de nous, et cette fréquence vibratoire elle change en permanence. Si on est concentré sur son connard de patron qui nous a pourri toute la journée au moment où on va dans la forêt, il y a cette vibration dans notre aura. Et donc on n'est pas disponible. Par contre, si on va marcher en forêt en gratitude, en disant « Waouh, cette journée m'a initié plein de choses, j'ai compris, j'ai eu un déclic, j'ai grandi », et qu'on va dans une énergie plus de gratitude ou de lâcher prise, la couleur de notre aura, elle change. Et du coup, les arbres, ils ne vont pas voir le même être humain. Donc ça, c'est l'aspect couleur, mais nos pensées, qui rayonnent aussi une certaine fréquence vibratoire, sont perçues par les plantes. On l'a vu avec les acacias et les koudous en Afrique. Les arbres savent se défendre des agresseurs. Quand une pollution reste proche de l'arbre, il va émettre des tanins, il va modifier sa conception chimique et son agresseur s'en va. Donc ça marche sur le plan physique si on le broute, si on se sert de ses rameaux, de ses bourgeons, de ses feuilles. Mais plus on monte en vibration sur Terre, et moins on a besoin de consommer pour sentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Terre, on peut être à côté d'un arbre et simplement sentir un mal-être, parce que l'arbre rayonne quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc si on n'est pas aligné, on peut se sentir mal à l'aise près d'un arbre. Il nous aide en fait à changer la couleur de notre aura.
Alors, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, parce que j'ai pas énormément de temps ce soir, il y a Jean Toby qui a écrit un livre magnifique, Le chant secret des plantes, où on voit très bien que les plantes, en fait, lui, il faisait des conférences depuis 1985, où il avait une plante qui était branchée à la fameuse machine bambou, et les premières années, souvent, ça déconnait. Enfin, en tout cas, au lieu que la plante fasse sa musique, grâce à la machine, elle s'arrêtait. Alors, il vérifiait ses connexions, il se demandait qu'est-ce qui ne marche pas. Et avec le recul, il s'est rendu compte que les plantes étaient concentrées sur les personnes au premier rang. Et au lieu d'émettre leur musique naturelle, elles étaient en train de travailler sur des personnes qui avaient une déficience au premier rang. Et donc, au bout de quelques années, il s'est dit, il faut que je recule mon dispositif, parce que sinon, les plantes soignent les gens, et du coup, elles ne chantent pas leur musique. Donc, je ne peux pas prouver aux gens dans la salle que les plantes ont un son, puisqu'elles sont déjà occupées naturellement à travailler sur les gens. Donc, c'est assez extraordinaire, en fait, quand on s'approche d'une plante ou d'un arbre, naturellement, il rentre en résonance avec nous. Alors, je voulais aussi faire une petite distinction entre l'arbologie et la sylvothérapie, parce que la sylvothérapie, pour moi, il y a une méfiance dans le sens où on va aller prendre de l'énergie. Dans trop de livres, dans trop d'ouvrages, dans trop d'endroits sur Terre, j'ai vu des techniques de prise d'énergie sur des arbres. Un tel a écrit, livre, sylvothérapie, mettez-vous comme ça, dos sur le chêne, votre main gauche contre l'écorce, votre main droite sur le plexus du... Et en fait, quand je lisais certains protocoles, je me dis, mais à quel moment on demande la permission? On arrive, on voit un arbre, souvent on préconise d'en choisir un bien gros, bien grand, bien vieux, on se colle à lui avec des postures, qu'elles soient japonaises, yogiques ou autres, et on se sert. Tiens, je vais mal, je vais me servir. Et je voulais faire cette petite parenthèse parce que il faut faire attention. Aujourd'hui, on est dans la prédation de la terre avec l'agriculture chimique, nos modes de consommation, de déplacement. Alors si en plus on commence à aller piller la nature énergétiquement, ça va vraiment pas le faire. Du coup, la sylvothérapie, oui, les arbres émettent ce qu'on appelle des phytoncides et toutes ces molécules qui régénèrent le corps. Mais je crois que c'est en train de réduire. Et là, depuis la tempête, j'ai vu carrément des lieux qui étaient dévastés par la tempête Ciarán, où cette énergie-là, elle n'était pas disponible. J'étais même sacrément emmerdé parce que je me suis dit, au printemps, je vais les faire où, mes sorties de connexion avec les arbres? Parce que là, ils sont tellement occupés à gérer d'autres problèmes, les pollutions électromagnétiques, les pollutions atmosphériques, les pollutions de la terre, et maintenant, les pollutions psychiques. Alors si en plus on commence à aller en groupe dans la nature, se dire tiens on va se servir, enfin ça va être la fin du pillage quoi. Donc la sylvothérapie c'est bien, ça devrait même être remboursé par la Sécu, mais la distinction que je fais entre l'arbologie et la sylvothérapie, c'est que le sylvothérapeute va emmener des gens pour dire les arbres font du bien. Dans l'arbologie, je considère que nous, on a un rôle à jouer. Et ce qui se passe lors de mes sorties, c'est qu'avant d'aller prendre quoi que ce soit comme énergie, on va aller donner. On donne, l'être humain est en capacité de recevoir l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, comme les arbres, et de diffuser cette énergie. Sauf que la différence entre le règne animal, le règne végétal et le règne humain, c'est que nous, on a une conscience. Et on peut consciemment diriger cette énergie de manière exponentielle vers où on veut et vers qui on veut. On est des êtres responsables. Sauf que depuis notre naissance, on nous fait croire l'inverse. Donc je profite de cette pleine lune, c'est la première fois depuis 12 ans que je fais des conférences, que je m'autorise à parler de ça.
Et peut-être aussi parce qu'on est sur une super pleine lune en Sagittaire. Mais du coup, ce soir, il y a plein d'arbres qui vibrent très très fort, les arbres lunaires notamment. Donc, qui connaît les arbres lunaires? Qui sait ce que c'est un arbre lunaire? Ah. Il y a plein de groupes astro dans les arbres, il y a solaire, lunaire, ça c'est les deux premières grandes familles. Donc il y a plein d'arbres, un premier groupe solaire et un deuxième groupe lunaire. Et après il y a des sous-embranchements, les vénusiens, les saturniens. Et là ce soir déjà on va voir les lunaires et les solaires. Qui peut avoir une idée de ce qu'est un arbre lunaire et un arbre solaire? Ou féminin et masculin? En fait, c'est des travaux de Madja Kouistra, une Hollandaise. Ça fait 40 ans qu'elle s'est penchée sur le sujet, dans un livre qui s'appelle « Comment communiquer avec les arbres ». Et c'est à partir de ces travaux-là que j'ai commencé à observer les arbres aussi différemment dans mon métier d'élagueur. Mais effectivement, les arbres solaires, c'est les arbres qui ont une écorce en général assez rugueuse. Les chênes, les pins. Donc tous les arbres qui ont une grosse écorce, qui se protègent du soleil, sont plutôt du groupe solaire. Et du coup, les autres, les arbres lunaires, c'est les arbres qui ont une peau douce, une peau fine, plutôt féminin. Les ifs, les hêtres, etc., etc. Donc quand on est sur une pleine lune comme ce soir, tous les arbres lunaires, il y a une montée vibratoire qui fait que les soirs de pleine lune, le taux énergétique d'un arbre lunaire est à son maximum. Donc si après la conférence, vous avez envie d'aller dans les bois et faire un câlin à un if, vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que c'est les soirs de pleine lune que les ifs sont à plein potentiel de leur énergie. Et vice-versa avec les arbres solaires. Donc il y a des courbes qui ont été mesurées scientifiquement. On voit l'énergie de l'arbre qui monte au fur et à mesure que le disque s'agrandit ou réduit dans le ciel. Donc vu que mon dada, moi, c'est un peu de planter des êtres humains dans la terre, je vais vous transformer en arbre pendant quelques minutes. On va se connecter. De toute façon, la pleine lune, elle est là. Ça fait peut-être quelques jours que certains et certaines la sentent. C'est pas confortable. Ce coup-ci, vous allez rester assis. Mais je vais vous demander une deuxième chose. On va rayonner tous ensemble. On est combien ce soir, Chantal? Une centaine? Une petite centaine. Bref. Oui, un petit peu plus de 100. Un peu plus de 100. On est un peu plus de 100. Et donc, on est ancré. On a fait la connexion avec la Terre. On est tous frères et sœurs de notre maman Gaïa, qui est ravie qu'on soit là. Il y a peut-être une petite joie, une petit pétillement que certains ressentent. C'est ça, c'est juste le fait d'être là, dans cette conscience-là. On a la connexion avec le ciel, moins évident. On cherche notre spiritualité, on cherche notre place sur Terre, mais elle est là. Et à partir de cette connexion tertielle, je vais vous inviter quelques instants à trouver un lieu, un arbre, un être, en tout cas un endroit qui mérite de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça peut être la Terre, dans sa globalité. Ça peut être un être cher. Ça peut être la salle. Vraiment laisser libre cours à votre intuition. Mais concentrez-vous sur le fait que cet être, cette entité que vous choisissez, va recevoir de la lumière.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Alors on peut fermer les yeux, on peut se concentrer sur son souffle, l'énergie vitale qui rentre dans nos poumons. Et on peut faire quelques inspires, expires. À l'expire, on laisse les énergies viciées sortir. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais couper la salle en deux. On va émettre un son. On va chanter tous ensemble. On va chanter le son Om. C'est un son originel de la création. C'est un son qui guérit nos cellules. Et le choix que je vous ai demandé de faire, maintenant on va chanter le Om pendant un peu plus d'1 minute. Et sachez que cette vibration d'amour, que ce petit groupe de 100 personnes qu'on est, aidés par la Terre, les astres, la Lune, va atteindre son arbre, sa personne, son lieu, son but, dans l'intention de guérison. On peut prendre quelques instants encore parce que la période est dense et il y en a besoin de la lumière. Donc laissez venir à vous vraiment le lieu ou l'être à qui vous choisissez d'envoyer cette vibration. Ça peut être vous, tout simplement. Juste sans sortir de cette posture, de cette intention très douce. Vous pouvez même garder les yeux fermés. Juste un petit signe de tête pour me dire si tout le monde est prêt. Ouais. Quasiment tout le monde est prêt. Alors on va prendre une grande inspire. Et puis maintenant, on va commencer pendant plusieurs séries le son Om. C'est parti.
Wow. Waouh, merci. J'avais du mal à vous arrêter. Alors là, c'est super puissant. Il n'y a aucun scientifique qui peut mesurer ça. Ouais, ils vont commencer à essayer. Mais là, le lieu, l'être, l'arbre que vous avez choisi, vient de recevoir cette fréquence par le biais de l'éther universel. On a émis, on a fait un cadeau. Donc notre pouvoir d'être humain, c'est d'offrir. Alors pourquoi je parle de l'éther universel? Parce que les arbres sont connectés à cet éther universel en permanence. J'ai rencontré un yogi un jour qui m'a dit, pour atteindre cet état d'être, c'est 90 000 heures de méditation. Bon courage, il faut se lever tôt. 90 000 heures de méditation, ça représente un pan énorme de notre vie. Il y a très peu de gens qui sont en capacité de le faire. Les arbres sont connectés à l'éther universel en permanence. C'est incroyable. Donc ils ont une connexion avec ce qui se passe sous terre et ce qui se passe dans les étoiles en permanence. C'est un phénomène qui est très peu étudié. Alors je profite aussi de cette pleine lune parce que c'est un rêve que j'ai. Mon rêve, ce serait de créer une équipe de travail, de chercheurs, par le biais des mises à l'arbre et par le biais des sorties qui existent déjà, que je fais, pour comprendre comment œuvrer de manière encore plus puissante, main dans la main avec les arbres. Parce qu'il y a une autre intuition que j'ai depuis que je suis élagueur, depuis même avant, depuis tout petit, c'est que les arbres sont vraiment disposés à nous aider à grandir spirituellement. Ils sont au service. Alors comme je le disais tout à l'heure, ils purifient l'eau, ils créent la terre, ils purifient l'air. Mais en plus, quand un être vivant s'approche de lui, il va capter par le biais de l'éther universel, dans le cosmos, des molécules qui vont être retransmises et qui vont être assimilables sur le plan éthérique pour que l'être en question, qui se trouve devant la plante, reçoive ce dont elle a besoin pour sa guérison. C'est assez incroyable. Les arbres sont capables d'aller chercher... Alors il y a Steiner, il y a la biodynamie a commencé à parler un peu de ça. Les arbres vont très profond dans la terre et très profond très haut dans les étoiles, capter des énergies et les rediffusent sur notre plan, sur le plan horizontal, sur le plan terrestre, pour qu'on en bénéficie. Mais je crois que ce qui n'était pas prévu, ou alors c'est peut-être prévu par la création, le grand esprit a tout prévu. En tout cas, j'ai une intuition qu'aujourd'hui, on doit aider les arbres à aider la terre. On a vraiment un rôle plus important qu'on le pense. On est allé assez loin dans la connerie, et on continue d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, si on était un peu plus informé de ce qu'est l'éther universel, si on était un peu plus informé de comment fonctionne le champ morphique,
on aurait vraiment plus de goût à aller dans la nature et aller prendre ce rôle de créateur plus au sérieux. Qui a entendu ou n'a pas entendu parler de ce que c'est le champ morphique? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est le champ morphique? Non, personne? Le champ morphique, c'est... Comment décrire ça? Donc c'est pareil, c'est un plan éthéré qui entoure la Terre. C'est une sorte de grille d'information. Les animaux, notamment à sonar, les utilisent beaucoup. Les dauphins, les chauves-souris. Quasiment tous les insectes l'utilisent pour se repérer dans l'espace. Les oiseaux migrateurs utilisent le champ morphique. Si vous sortez un pigeon d'une boîte et que vous le jetez en l'air, il va toujours faire un tour sur lui-même avant de prendre sa direction. Donc en fait, il paramètre sa boussole intérieure, il trouve le nord magnétique et il sait vers où il doit aller délivrer son message. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce que peut être le champ morphique. Et donc les arbres utilisent énormément le champ morphique pour échanger des informations sur les ravageurs, sur le climat et aujourd'hui sur la pollution. Mais la pollution énergétique. Oh punaise, il y a un groupe d'humains qui arrive. Les arbres peuvent modifier leurs molécules chimiques à l'approche de tel ou tel être vivant. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est que si on est conscient de ce qui émane de nous, de la lumière qui émane de nous, on devient acteur et régénérateur du champ morphique. C'est-à-dire que si on va dans la nature, pour être plus concret, avec l'intention de soigner la Terre, ou d'aider les arbres à soigner la Terre, on émet une fréquence vibratoire qui est perçue et qui est reconnue par le champ morphique. Parce que c'est naturel. Aujourd'hui, on l'a oublié, il faut qu'on s'en rappelle et qu'on retrouve cette manière naturelle de se déplacer dans l'environnement. Alors quand on est en voiture ou dans une grande ville, on est loin de penser à comment interagir avec le champ morphique. Par contre, quand on va dans la nature, cette fréquence se rapproche de nous. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Je sème des petites graines. Mais si on se repose la question de comment aider la Terre, qu'est-ce que je peux faire pour aider la Terre? Il y a une première forme d'écologie qui est très très simple et qui est accessible à tous. C'est de savoir qu'il émane des choses de nous et que cette lumière peut avoir un impact direct sur son environnement. On peut rayonner quelque chose de très positif, de très guérisseur, rien que par la présence et par la pensée. Alors là, on a carrément émis un son, le son Om, mais rien que de marcher dans la nature en dévotion, parce qu'elle nous nourrit, qu'elle nous soigne, rien que cet état d'être-là fait qu'on est reconnu comme un être guérisseur par le règne vivant. Les arbres qui utilisent la trame du champ morphique pour diffuser des informations. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Chantal, dis-moi, combien de temps il nous reste? Comment? Combien de temps nous reste-t-il? J'ai pas regardé l'heure. Tu peux t'exprimer encore 10-15 minutes si tu veux. Parfait. Mais s'il y a des questions, on peut les prendre aussi. Il n'y a pas de questions. Alors je continue.
un petit temps d'intégration. Ah oui, j'avais envie de vous partager certaines anecdotes, parce que cet hiver, depuis le 2 novembre, j'ai élagué des centaines et des centaines d'arbres, de chênes notamment, complètement explosés par la tempête. Et en fin de saison, quand j'ai senti que mon corps commençait à bugger, des clients effondrés, des jardins dévastés, moi j'ai eu aussi un impact sur mon corps, sur ma psyché, sur mes cellules, qu'il a fallu gérer. Et en fin de saison, j'ai quand même eu la présence d'esprit de demander de l'aide à certains arbres et un peu de lumière concernant cette tempête. Parce que beaucoup de gens me disaient, est-ce que les arbres, ils ont souffert, la tempête, c'est catastrophique? Et en fait, j'ai médité, j'ai demandé, j'ai mis ma combinaison, ma lumière aurique de « tiens, c'est quoi la signification de cette tempête ?» Alors après, quand on cherche des réponses, et les maîtres en méditation vous l'expliqueront mieux que moi, une fois qu'on a émis une intention, il faut couper. Parce que quand on est dans l'attente, on ne reçoit rien. Plus on cherche, moins on trouve. Comme l'histoire du sable mouvant, là, plus on bouge, plus on s'enlise. Donc quand on a une question à l'esprit, ça c'est peut-être les arbres qui me l'ont enseigné, on l'émet, on est émetteur, et après on laisse. La vibration, elle est partie. C'est une énergie autonome, elle se gère toute seule. Par contre, il faut savoir qu'on est récepteur aussi. Et à quel moment on va recevoir et de quelle forme on va recevoir. Et donc, en tant qu'élagueur, j'ai de la chance parce que j'avais posé ma question et il me restait encore quelques chantiers à faire. Donc, beaucoup d'arbres à toucher, à grimper, à élaguer, à couper. Et l'un d'entre eux, c'est un petit chêne qui m'a donné un message pour la famille, les gens qui m'avaient appelé pour faire le devis. Allô, bonjour, la voix des arbres, notre chêne a été cassé par la tempête, notre assurance nous donne 1 500 € pour réparer tout ça. Vous pouvez venir quand? Donc je rappelle ces gens, je leur fais un devis, je fais le chantier. Harnais, corde, tronçonneuse, élagage, 3 heures. 3 heures de travail. Donc je me suis dit, waouh, là l'assurance avait débloqué des fonds sans même savoir ce qu'il y avait à faire. Et j'ai été l'élagueur choisi, je pense qu'il y a plein d'élagueurs qui s'en sont mis plein les poches cet hiver, parce qu'il y avait des fonds qui étaient débloqués en fait, pour réparer les jardins, les sentiers, les maisons. Et cet arbre-là, ce petit chêne, je me suis dit, punaise, 1 500 €, 3 heures, chantier facile. Ça mérite un peu de gratitude quand même. Donc j'ai ramassé mon matériel, il était 11h30 du matin, et je suis allé le voir, j'ai enlevé mes gants, j'ai enlevé mon casque, je suis allé mettre mes mains et mon front sur son tronc, j'ai fermé les yeux, donc j'ai fait un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai respiré, je me suis vraiment posé avec lui, et je l'ai remercié. J'ai remercié ce chêne parce que je venais de passer 3 heures hyper agréables à faire un sport plutôt cool. C'était un petit arbre, donc chantier facile, pas de danger. Un gain maximum, 1 500 € en 3 heures, c'est pas tous les jours. Bref, je me suis posé avec lui en respirant, en posant mes mains pleines de douceur pour cet arbre. Et là, j'ai entendu, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Et j'ai été submergé d'une émotion très très forte. J'ai eu des larmes aux yeux en fait. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Alors je dis ça, il faut que je le dise aux clients. Donc le lendemain soir, pour aller me faire payer, déposer une facture,
j'invite ces personnes dans le jardin et je leur dis, votre chêne, hier, il m'a transmis un message. Il m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. C'est un jeune couple, avec une fille de 5 ans. Et là, le mari et la femme, ils fondent dans l'arbre. Et puis la petite qui nous regarde avec ses yeux ébahis, qui ne comprenait pas pourquoi son père et sa mère étaient en pleurs. Moi, j'avais plein d'émotions aussi. Je me dis, merde, j'ai dit quelque chose de mal, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le couple, Oriana, la femme du couple, me dit, Erwan, notre fille qui vient d'avoir 5 ans, ben en fait, quand elle est née, les 3 premières années, on a passé énormément de temps avec notre chêne. À l'automne, on ramassait tous les glands, on les semait dans des petits godets, on les donnait aux copains. On ramassait les bois morts, on récupérait tous les petits bois morts pour le barbecue. Pendant 3 ans, ils avaient un lien et ils adoraient passer du temps sous leur arbre. Et puis, à 3 ans, leur fille est rentrée à l'école. Monsieur a changé de boulot. Leur vie a accéléré et ils ont arrêté d'aller dans le jardin. Du coup, cet hiver, quand la tempête est passée, ça fait 2 ans que cet arbre ne les voyait plus. Et quand je leur ai dit, votre arbre me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, en fait, quand ils m'ont dit ça, j'ai compris pourquoi ils pleuraient. Le message les concernait directement. Ils se sont rendus compte que ça fait 2 ans qu'ils n'allaient plus voir leur chêne. L'arbre a enregistré que pendant 3 ans, ils étaient présents près de lui, et depuis 2 ans, pour des raisons humaines, matérielles, modernes, peu importe, ils n'allaient plus voir leur arbre. Et là où cette histoire m'a touché, c'est qu'il a été bien abîmé par la tempête. Et il aurait pu me transmettre quelque chose sur la violence des rafales, des vents à 220, le houppier qui vrille. C'est violent quand même, une tempête comme Ciaran. Eh ben non. Le message que je reçois, c'est revenez près de moi, j'ai des choses à transmettre. Et quelques jours plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ce message, il était même universel. Parce que non seulement la famille est attendue auprès de son chêne, mais aujourd'hui, tous les arbres nous attendent. Il est vraiment, vraiment temps qu'on aille voir les arbres. Ils nous attendent. C'est nous les bipèdes. On se déplace, on court partout. Là. Eux, ils sont là. Si leur voisin de droite ou de gauche les fait chier, ils ne peuvent pas partir en courant. Ils sont ancrés dans la terre-mère, là, et ils rayonnent, et ils rayonnent, ils rayonnent. Ils nettoient l'atmosphère, ils créent de l'humus, ils retiennent l'eau, ils évitent les érosions. C'est énorme, tout ce que les arbres font pour l'humanité. Et en plus, on leur tourne le dos. Et quand on va les voir, c'est pour leur ponctionner de l'énergie. C'est gros quand même. Et donc cette conférence, c'est pour vous partager des prises de conscience. J'ai mis 20 ans, plus que ça, à comprendre tout ça. Alors c'est pas un parcours facile, hein. Ouais, t'es perché, tu vas loin. Les esprits de la nature, on s'en fout. On les voit pas, de toute façon c'est des conneries. Donc en fait, il y a pas longtemps, il y a un copain, il me dit « Putain, Erwan, t'es un ouvreur de voie. C'est pas facile d'être le premier de cordée. » Mais en fait, voilà, ce soir, il y a du monde sur ma belle corde. Je suis vraiment honoré de vous voir tous là. Je sens qu'il y a une attention énorme. Et je vois aussi que mes 20 ans de recherche, en tant qu'élagueur, certes, mais aussi en tant qu'arbologue, commencent à payer. Dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah oui, j'ai entendu parler des esprits de la nature. Et nous, les humains, on est quoi ?» Eh bien, en fait, on est aussi des esprits de la nature.
En fait, si on ne les voit pas, c'est parce qu'on ne se considère pas des esprits de la nature. C'est Loan Miège qui dit ça. Une médium qui connecte, elle a fait des oracles et des travaux magnifiques sur les esprits de la nature. Et Loan Miège, elle dit ça. Elle dit, si on ne les voit pas, c'est parce qu'on ne se considère pas nous-mêmes. Mais on est des êtres de la nature. On a un rôle à jouer comme eux. Nous, c'est un peu plus dans la matière. Alors, il y a une deuxième anecdote que je voulais vous partager, qui est assez importante. Et puis après, on fera un petit question-réponse. Je crois que les 45 minutes ont défilé. Le temps est trop court. Eh oui, il y a la pleine lune toute la nuit, mais il y a les clés de la salle à rendre. Ce que je voulais partager avec vous, c'est la création d'une sortie. Il y a quelques années, j'ai été invité en Auvergne pour la fête du végétal à Fournol, dans un petit village. Une association extraordinaire qui a envie de redynamiser un village désert. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était une région de plantation de sapins. Donc des coupes rases, des petits sapins, des moyens sapins, des grands sapins, et encore des coupes rases. Et des places de dépôt partout. Tous les bords de route sont défoncés par les têtes d'abatteuses et les débusqueurs, ces fameux outils là, qui sortent les troncs d'arbres de manière industrielle. Et je vais voir le président de l'association et je lui dis, mais je vais les faire où, mes sorties de connexion avec les arbres, sur le week-end? Tout ton village est cerné de coupes rases. Je me suis... Gros moment de solitude. Et bon, il y avait une conférence à introduire, puis plein d'intervenants tout le week-end, et moi j'avais 2 sorties à faire, une le samedi et une le dimanche. Donc la veille, j'ai pris mon tambour, et je suis allé avec une femme très très ouverte et très connectée à tout ça, un être de lumière aussi. Et je lui ai dit, on va faire un voyage au tambour et on va demander aux arbres, qu'est-ce que je vais faire comme sortie? Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end avec les gens qui vont venir à ma sortie? Donc cette personne, cette femme, s'est allongée pour le voyage au tambour. Moi, j'ai ouvert les directions de manière chamanique et j'ai invité les gardiens du lieu à nous guider dans comment orienter des sorties. Donc ça aussi, c'est une forme d'humilité. Et les chamans savent bien transmettre ça. On demande à la nature qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. C'est pas nous qui avons la solution. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage au tambour? Il y a une énergie tellurique et cosmique qui a rejoint le corps de cette femme qui était allongée à côté de moi et qui, par son utérus, a été diffusée sur des centaines de mètres autour de nous. Donc en fait, moi j'ai appelé, on était 2, et cette personne, cette femme qui était avec moi, a diffusé une énergie. Et quand on a débriefé sur le questionnement de cette création d'atelier, et bien en fait on s'est dit, ok, le lieu il était dévasté, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'esprit. Parce que quand les gars ils arrivent pour marquer leurs arbres avec leur tête d'abatteuse, et les engins, et les débusqueurs, et les poids lourds, les arbres ne sont pas respectés, les esprits ne sont pas respectés. Le tassement racinaire avec ces machines, c'est 200 ans pour structurer un sol. Donc le lieu, il était mort en fait. Et l'intention de demander au lieu comment faire, il restait quand même des petits vallons, des petits ruisseaux assez jolis, des rochers avec de la mousse dans ces sapinières. Et quelqu'un qui ne connaît pas la forêt moderne gérée par l'homme ne peut pas se rendre compte que c'est catastrophique une forêt de ce profil-là. Mais en fait, ce voyage au tambour et cette intention a fait revenir énormément d'esprits bienveillants, des esprits de la nature. Et tout le week-end, il a été d'une richesse. Et les 2 groupes que j'ai eus ont perçu une magie incroyable. Les gens, le premier jour, il y a eu 17 personnes, c'était des gros ateliers. Et le deuxième jour, il y a eu 23 personnes, le dimanche.
Et le groupe de 23 personnes me dit « Mais Erwan, on est de la région, en Auvergne, on n'a jamais vu une sapinière avec un taux vibratoire aussi haut. » Ben, je leur dis « Moi non plus. » Et en fait, on a, en tant qu'être humain, cette capacité à faire revenir des énergies de guérison sur la Terre. Merci. Merci, Erwan. Alors. Alors, ça va être le temps des questions, mais aussi de vos témoignages, si vous avez vécu une mise à l'art, ou si oui. vous avez quelque chose à manifester par rapport à cette si belle nature. Moi, je voudrais poser une question. Tu as parlé des chênes. Il y a plusieurs variétés que tu explores dans ton livre. Est-ce qu'on peut dire que certaines variétés qui ont été peut-être un peu plus préservées avec les chênes ont manifesté quelque chose très rapidement? Je me suis rendu compte qu'effectivement, l'essence la plus impactée par la tempête, c'est les chênes, donc une essence solaire. Et comme le prouve Ernst Zürcher dans ses travaux, en cosmopulsologie, le chêne a aussi un lien avec la planète Mars. Donc, le côté, entre guillemets, positif de cette tempête, je me suis dit que si le chêne est en lien avec Mars, il peut conduire aussi une énergie guerrière, puisque Mars étant connecté avec le dieu de la guerre. Donc je me dis, en fait, dans les années qui viennent, l'essence qui a été la moins impactée par la tempête, c'est le hêtre. Les hêtres, qui sont très présents en Bretagne, ont été beaucoup plus préservés. Il y a beaucoup plus de chênes qui ont été cassés ou déracinés, aussi parce qu'ils étaient en feuilles au moment de la tempête. Mais les hêtres ont traversé, alors plein d'autres essences, hein, mais ma petite lecture, j'ai traversé quelques centaines de jardins depuis le 2 novembre pour réparer, entre guillemets, cette tempête. Je me suis rendu compte que c'est des hêtres qui allaient peut-être rayonner dans notre environnement dans les années qui viennent plus fort. Parce qu'en fait, c'est les axes 1 qui ont cassé. Les branches qui sont tordues et de travers, elles ont une résistance naturelle, de par leur forme et leur structure dans l'espace, alors que les axes 1, qui ont poussé tout droit et protégés par le reste du houppier, eh ben, le vent, il les a cassés très facilement. Donc en fait, le côté antenne des chênes est beaucoup moins fort, vibratoirement, en région Bretagne, depuis la tempête. Donc il y a peut-être une étude ou une lecture à faire de ce côté-là. Merci. Alors, ça vous laisse rêveur ou ça... Non? Oui. Du coup, je suis restée pieds nus. C'est trop bien d'être pieds nus. Oui, je voulais exprimer plusieurs choses. Déjà, il y a un être qui va nous manquer beaucoup, le être de Protus, qui est tombé dans la tempête. Et je voulais exprimer aussi le fait que Alain Esther, mon fils qui est en primaire, ils ont créé une forêt au sein de l'école. C'est une forêt très dense où il y a 300-400 arbres sur peu de mètres carrés. J'espère que ça amène quelque chose. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis en bruit. Je voulais vous demander, est-ce que le lierre, quel impact a le lierre sur les chênes, les hêtres? Faut-il l'enlever ou faut-il le laisser envahir les troncs, les branches? C'est une très bonne question. Il y a quelques années, il y a un article qui est sorti dans La Hulotte, que les fervents d'écologie doivent connaître. C'est
super petite revue. Et cette étude disait que le lierre émettait des molécules chimiques dans le sol qui permettaient à son support de renforcer son système racinaire. Donc il y a eu d'autres études qui ont été menées par d'autres scientifiques en Suisse, au Québec, etc. Et dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, le lierre, effectivement, n'est pas du tout un problème pour l'arbre. On croit à tort que le lierre envahit l'arbre, parasite l'arbre, mais si on écoute un écologiste scientifique, eh ben, il vous expliquera que l'arbre, ou un élagueur qui connaît son métier d'ailleurs, pas besoin d'aller très loin, le lierre a son système racinaire, l'arbre a son système racinaire, et il n'y a aucun parasitage. Les deux sont autonomes. Le lierre, en fait, il a juste besoin de lumière. Alors après, en tant qu'élagueur, il y a deux écoles. Il y a les apiculteurs, qui sont pro-lierre, parce que c'est la seule plante qui nourrit les abeilles en hiver. Et donc les apiculteurs, ils disent qu'il faut laisser le lierre. C'est des écologistes. Et il y a les ornithologues, qui disent « Ah ouais, mais non, les mustélidés, ils peuvent grimper plus facilement pour détruire les nids. » Du coup, je connais plusieurs ornithologues, de renom même, en Bretagne, qui se baladent toujours avec un petit couteau-scie en forêt, et ils délièrent tous les arbres qu'ils voient. Parce que pour eux, c'est de la préservation de la vie faune. S'il y a moins de lierre, la martre, la belette ou tous les mustélidés iront moins visiter les nids. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il a compris l'être humain? On est qui pour choisir si le lierre doit être enlevé ou gardé sur un arbre? Donc les apiculteurs vont vouloir le garder, ils font de l'écologie. Les ornithologues vont vouloir l'enlever, ils disent nous on fait de l'écologie. Alors ben moi je fais mon colibri en fait chez des clients, quand les gens me demandent Erwan on fait quoi? Ben, je regarde dans un rayon de 800 mètres combien d'arbres lierreux il y a, je fais une petite étude de la placette, et si je sens que ça craint vraiment pour les abeilles, et qu'il n'y a plus de lierre dans les environs, je dis aux gens ben, on ne le délière pas votre arbre. En fait, je délière un arbre que dans des conditions vraiment très précises de très haute sécurité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les aléas climatiques, hiver trop humide, effet trop sec, il y a une asphyxie du système racinaire des arbres. On voit qu'il y a plein d'arbres qui meurent, sans raison. Et dans ces conditions, le lierre peut être une voilure trop importante pour l'arbre, qui du coup va partir au moindre coup de vent en hiver. Mais le lierre, pour moi, c'est bon de voir du lierre sur un arbre. Vous n'êtes pas arrivé de demander à l'arbre. Attendez, on ne vous entend pas. Ça vous est déjà arrivé de demander à l'arbre s'il voulait que le lierre c'était bon pour lui ou pas? Juste un individuel, pas un... Quand je suis en tant qu'élagueur dans ma saison, j'ai cette double lecture. Il y a tout ce qu'on m'a appris en tant qu'élagueur que je dois laisser à la poubelle. Et c'est pour ça que je développe l'arbologie. De dire, ok, radiesthésie, je m'ancre, je suis un être de la nature, et je reçois la bonne solution. En fait, il faut effacer son côté prédateur. À une époque, je cherchais à savoir comment trouver l'équilibre, parce qu'en fait, il y a des... Ah oui, c'est une bonne question, parce que du coup, il y a des formes pensées. Il y a des égrégores. Vous savez ce que c'est une égrégore? Eh bien, par exemple, sur le lierre, il y a une égrégore. Il y a tellement de gens qui pensent que le lierre n'est pas bon, que la minorité qui reste va être persuadée qu'il faut enlever le lierre, parce qu'elle n'a pas pris soin de se parer de l'égrégore. En fait, les égrégores, elles circulent un peu comme le champ morphique. C'est des formes pensées qui circulent partout, il y en a partout sur Terre. Et si on ne prend pas garde, on va agir en fonction de cette attraction de l'égrégore. Mais si on se centre un peu et qu'on coupe l'information, eh ben on va voir qu'il y a une valeur ajoutée, entre guillemets, à comprendre. Si je vous pose cette question, c'est parce que ça nous est déjà arrivé avec mon mari, de nous retrouver face à des arbres. Des arbres, c'est des
de respect pour eux et de se poser la question. Mon mari, il est capable de sentir et des fois, des arbres ont dit oui, qu'ils voulaient qu'on enlève le sens. C'est possible, c'est possible. Ouais. Après, j'entends très bien aussi tous les aspects. Il n'y a pas que l'individu, mais il y a aussi tout un groupe et tout un écosystème. Oui. Ouais. Merci. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous demander, on parle du lierre, mais est-ce que le gui qui pousse sur les arbres est à enlever? Mon point de vue d'élagueur aujourd'hui, c'est que on devrait passer plus de temps à méditer et à observer les arbres qu'à sortir nos outils pour maîtriser cette nature. Peut-être que ça va répondre à votre question, mais Pierre Capel qui m'a... En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il est néfaste pour l'arbre ou pas? Le gui est considéré comme un parasite par certains corps scientifiques. Alors moi, j'ai envie de dire, l'être humain, on le considère comment? Il y a quelques années, comment il s'appelle cet écologiste marocain? Il avait écrit un livre qui disait « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Pierre Rabhi. Je m'étais servi de cet adage pour faire circuler un débat dans une conférence. Le bordel que j'avais foutu dans la salle. Alors vous pensez quoi? Qu'on doit disparaître ou pas? Et j'avais laissé quelques minutes de débat. C'était un vrai pugilat, quoi. Et en fait, c'était intéressant parce que ce qu'on a compris ce soir-là, c'est que l'humanité, peut-être telle qu'elle est actuellement, effectivement, ça craint. Mais si l'humanité grandit spirituellement et qu'elle devient consciente de son rôle créateur, en fait, on est des créateurs, alors elle n'a pas besoin de disparaître. Au contraire, il faut qu'elle reste parce que la Terre a besoin d'elle. Choisis ton camp, camarade, c'est Coluche qui l'a dit. Et votre question, Philippe, voilà, pardon. Du coup, je vais faire un mini témoignage. Ah oui. J'ai eu la grande chance de rencontrer Erwan il y a plusieurs années, en 2019, et de faire une mise à l'abri. J'ai choisi, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi, j'ai été choisie par un noisetier. Je ne sais pas trop quoi vous raconter par rapport à ça, si ce n'est qu'il y a un avant et un après. Grâce à la rencontre avec Erwan, parce qu'après on a monté une formation ensemble, enfin lui était l'intervenant et moi j'ai fait le boulot de monter la formation. Et ma relation aux arbres a pu devenir beaucoup plus naturelle en tant qu'humaine. Et ça a ouvert une dimension que sans doute j'osais pas ouvrir dans ma vie. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Par rapport à avoir une connexion positive avec les arbres, une connexion de gratitude, de remercier, ça m'a vraiment encouragée dans cette voie-là. Et je peux même le faire en voiture, en fait. Ça m'arrive régulièrement, même sur la voie express, de sentir quand il y a beaucoup d'arbres. Je sens et je peux remercier en passant. Donc ça, c'est le témoignage. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus. Et j'avais une question. Est-ce que, justement, par rapport à la suite de la tempête, c'est important quand on passe quelque part, est-ce qu'on a
quelque chose de spécifique qui serait bon de faire, un peu arbre par arbre, tu vois, quand on passe à côté d'un arbre qui a été blessé, est-ce que ça a un intérêt? C'est une bonne question. Peut-être qu'on va pouvoir rebondir après avec un témoignage par rapport à ça. Alors moi, je suis assez scotché parce que les arbres, beaucoup d'humains étaient effondrés. Oh, wow, on a perdu, on a perdu, on a perdu, on a perdu. Effectivement, le paysage a changé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et assez naturellement m'est venue cette idée que... Bon, moi, je suis persuadé que cette tempête, c'est une manifestation du bordel qu'il y a dans nos têtes, en fait. On est tellement plus en harmonie. 100 personnes qui orientent leurs pensées dans la même direction, ça peut déplacer des montagnes, ça peut faire de la magie. Mais tout un pays qui ne sait plus quoi penser, ça peut faire beaucoup de bordel. Donc, que Gaïa se réveille, qu'elle soit en colère, qu'elle se fâche, moi je dirais que c'est plutôt, on crée, on récolte ce qu'on sème. Donc la tempête, elle nous montre où on en est en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut agir? Moi, j'ai travaillé vraiment, mais comme un forcené pendant 4 mois, débordé de téléphone, de coups de téléphone, jusqu'à épuisement. Un épuisement général, mi-mars. Je commence à remonter, mais j'ai eu une fin d'hiver, mais vraiment, vraiment horrible. J'étais la prise de terre de tous ces gens un peu catastrophés. Et surtout, j'étais moi aussi en train de chercher comment réparer tout ça. Mais on ne peut pas réparer l'irréparable. Il y a un constat à faire, il y a un deuil à faire, c'est sûr. Maintenant, depuis quelques semaines, d'ailleurs il y a quelques mises à l'arbre qui ont commencé, depuis que les beaux jours tâchent d'arriver. Et les messages que les personnes qui vivent des mises à l'arbre, de la part de ces arbres qui ont vécu la tempête, me scotchent comme ce chêne, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure, dans le sens où c'est pas de la tempête qu'ils ont envie de parler. Alors, ils l'ont vécu. J'aimerais beaucoup que Anne puisse témoigner. Mais ils ont d'autres choses. C'est vraiment des grands frères. Ils ont d'autres choses à transmettre. Anne va faire un petit témoignage. Ça va étayer un peu ce que je dis. Merci beaucoup, Anne. Ah oui. Donc, deux mises à l'arbre, j'ai fait le week-end dernier. Et alors, c'est vrai qu'il y a un avant et un après les mises à l'arbre. En fait, en étant en contact d'Erwan, il y a une ouverture avec les arbres. Donc, moi, là, quand je l'ai rencontré, je le filmais pour son film de son entreprise. Et je sentais, il y avait mon corps qui était attiré par ici, par là. Donc, on était en train de travailler. Il me disait, oui, c'est un grand guérisseur. Et moi, mon corps m'appelait comme ça. Donc, rien que d'être en présence avec lui en nature, c'est déjà, ça amène beaucoup de choses. Donc, ce week-end, il y a eu l'appel. Tu as dit, je crois qu'il faut qu'on y aille vers ce chêne rouge. Et en fait, l'arbre m'a parlé de son stress, les messages que j'avais, il était resté solide face à la tempête, et en même temps, il m'a parlé de flexibilité. Et puis j'avais énormément de couleurs, mais les mots qui me venaient, c'était ça, la peur, en fait, le stress. Et souvent dans les mises à l'arbre, on tombe, et moi je suis restée debout, et en fait c'était de lui amener du soutien. Voilà. Alors, la particularité, c'est qu'Anne a vécu une mise à l'arbre chez elle, dans son jardin. Donc en fait, ce chêne connaissait Anne très bien. Donc il a effectivement véhiculé le fait qu'il était conscient d'avoir été complètement emballotté, mais qu'il était resté dans sa verticalité, flexible, plus jeune, plus petit que les autres. Et
Et effectivement, Anne a permis un soin, de faire passer un soin. Alors des fois, on n'a pas toujours les mots. Les gens me disent qu'est-ce qui s'est passé. Là, on sait qu'il y a eu un soutien. Anne a été canal d'une énergie très forte qui a été diffusée vers l'arbre. Mais des fois, ça passe, on sent que ça passe, et il n'y a pas toujours les messages précis. Pas toujours. Et après, quand j'étais toute seule avec cet arbre, Erwan m'avait dit, bon, peut-être ce serait bien de lui faire une offrande et tout. Et puis là, je me suis creusé la tête, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut? J'étais à la plage, j'ai rien trouvé. Et après, je me suis mise sous lui et je lui ai dit, de quoi tu as envie? Et là, j'ai chanté. Il y a des sons qui sont venus, bon, des haumes, mais des chants. Voilà, j'ai fait beaucoup de sons et voilà. Donc, je vous encourage à faire des petites balades en forêt avec Erwan. D'ailleurs, nous avons prévu 2 dates prochainement. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Il faut donner les dates alors. Oui, c'est le 1er et le 9 vos juin. agendas. On a prévu des papiers, des inscriptions, tout ça. D'accord. Ok. On va faire ça juste après. On va passer le micro à mon homonyme, Erwan. Allez, là, c'est vous, Erwan. Ah ben, parlez bien devant le micro. Allez. Moi, j'ai eu la chance de participer au dialogue chez Anne ce week-end. J'ai fait la connaissance d'Erwan. Et c'était assez extraordinaire. Je connaissais pas, j'ai une sensibilité particulière avec les arbres, mais sans jamais me poser de questions. Et là, moi, je suis tombé, par contre. Erwan m'a aidé. Et là, en fait, avant d'y aller, j'avais mis une espèce d'intention de comprendre ce qu'Erwan parle des étoiles, du lien des arbres avec les étoiles. Et donc j'avais mis une espèce d'intention de comprendre quel est ce lien avec les étoiles. Et alors, ce que j'ai vu, l'arbre a commencé par montrer le lien qu'il y avait dans la terre avec les arbres qu'il y avait autour. Et m'a finalement emmené pour me montrer qu'il y avait à peu près le même système dans l'espace. Les mêmes liens qui étaient invisibles pour nous, mais qui étaient présents. C'était assez extraordinaire. Et du coup, l'arbre disant que tout le monde a un rôle à jouer et qu'on est tous extraordinaires en fait. Donc il faut qu'on soit ensemble et solidaires. Ouais, j'ai ta mise à l'arbre là, mais ouais, en gros, quand je fais des mises à l'arbre aux gens, donc c'est une connexion pour ceux et celles qui n'ont pas lu mon bouquin ou qui n'ont pas vécu de mise à l'arbre. La mise à l'arbre, c'est à la limite entre la transe chamanique et l'hypnose. Et c'est l'arbre qui l'induit. Les arbres ont une capacité à induire une transformation des ondes cérébrales, d'où mon idée tout à l'heure, ma requête de trouver une équipe pour mener des travaux un peu plus sérieux là-dessus, peut-être au niveau des neurosciences, parce que quand une personne vit une mise à l'arbre, donc il faut observer l'arbre, il faut fermer les yeux, il y a un protocole précis, donc moi je suis là pour accompagner la personne dans ce protocole. Et une fois que la mise à l'arbre commence, l'être humain est debout et tient des branches de l'arbre, les yeux fermés. L'arbre induit la transe, donc la personne ne peut plus rester debout. Il y a une perte d'équilibre. Alors pendant plusieurs minutes, les gens, des fois, restent oscillés comme ça. Tout le monde ne tombe pas. Anne n'est pas tombée. Il y a des gens qui restent comme ça pendant un quart d'heure, se tortiller dans tous les sens. Et la majorité des gens, quand même, tombent. Donc moi, je suis à côté, je retiens les gens, parce que c'est des chutes assez raides, hein, il n'y a plus de... Paf, on tombe. La mise à l'arbre, c'est une mise à la terre, je dirais. En fait, premier soin de la mise à l'arbre, c'est qu'on tombe par terre. Tout le sol, enfin, tout le corps est en contact avec le sol. Et après, en fait, l'arbre, il rentre, je traduirais ça comme ça, ou l'esprit qui travaille, et induit sur les circuits électriques de la personne des informations qui permettent de débloquer d'autres circuits ou des guérisons. Donc il y a des gens qui, comme Erwan, restent figés. Erwan, il est tombé en arrière et ses bras sont restés dans la même position
que quand il était debout. Donc, je vais vous le faire. Erwan, il est resté pendant un quart d'heure. Il ne pouvait plus bouger. Et par contre, à la fin de l'expérience, je demande aux gens d'écrire, avant que la fonction analytique du cerveau se mette en route, qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce qu'en général, c'est un défilé de couleurs et de messages. Et là, j'ai des cahiers, ça fait quelques années que je récolte tous mes écrits. En fait, je consigne chaque mise à l'arbre que je fais pour essayer de classer les différents archétypes. Et quand les personnes sortent de cet état-là, Erwan, la première chose qu'il a fait, ça a été « Lui, cool, c'est un pote !» avec une banane, mais jusqu'aux oreilles. C'était un enfant, il était complètement transformé. Et quand je vois des visages comme ça, je sais qu'ils viennent de voir quelque chose qui n'est pas sur ce plan-là. Donc en fait, la mise à l'arbre, ça permet déjà de recevoir les énergies telluriques, puisqu'on tombe souvent. Il y a un contact avec la terre, premier soin. Deuxième soin, l'esprit de l'arbre peut travailler sur un humain réceptif. Donc ça soigne l'arbre, ça soigne la terre, et ça soigne l'humain, puisque sa conscience s'ouvre à des choses auxquelles il n'avait pas accès quand ses ondes cérébrales étaient sur la fonction normale. Le cerveau reptilien, là, je crois que c'est 90 000 pensées par jour qui sont émises. Donc je ne sais pas quelle partie du cerveau s'active quand on est en mise à l'arbre, mais ça ressemble fortement à quelque chose que je définirais entre le voyage chamanique et l'hypnose. Les gens ont accès à des couleurs, il y a des sensations de fusion. Un jour, il y a une personne qui m'a dit « J'ai été aspiré dans l'arbre, j'ai vu tous ces canaux de sève, j'étais fibre parmi les fibres, et j'ai été projeté jusqu'au bourgeon terminal, c'était un sapin, et il me dit, en haut, le bourgeon s'est ouvert, et là, je suis arrivé dans les étoiles. Il y avait une galaxie au bout de chaque bourgeon, et là, il avait les larmes aux yeux. Un médecin, acupuncteur des Landes, et avant la mise à l'arbre, il m'avait dit, moi, ton truc, j'y crois pas, ça me fait rien. Bon, il est tombé et il est revenu de sa mise à l'arbre depuis. Il me dit, mais Erwan, c'est un truc de fou furieux, les arbres. Ce qu'ils savent, quoi. Donc, en fait, si on sait lâcher prise, bah, l'arbre nous prend là où on en est. Voilà une très belle rencontre à vivre, enfin 2 rencontres. On a bien compris, 1er et 9 juin, pour aller rencontrer les arbres. C'est presque devenir poète. Hein. En tout cas, merci à Erwan Kavarek de nous avoir permis de rencontrer différemment les arbres. Et vous pouvez découvrir son très joli livre, d'ailleurs avec de très belles photos, Erwan, qui ont été prises par tes soins et d'autres, mais absolument magnifiques. Et aussi la très belle histoire que tu y racontes. Bah, ce livre, c'est l'histoire de mon enfance à aujourd'hui. L'élagage et de l'élagage à l'arbologie. Donc ça résume un petit peu ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message ce soir. L'idée que les arbres sont des maîtres, sont des gardiens, sont des enseignants. Et que nous, en tant qu'êtres humains, il est peut-être temps qu'on écoute.